Pour en parler ce soir, notre invité Pierre Laurin, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes écrivain, spécialiste de la Russie, auteur de l'Ukraine, une histoire entre deux destins. On vient d'entendre Volodymyr Zelensky réclamer des boucliers anti-aériens. Sans ces boucliers, l'Ukraine ne peut plus se défendre. Il est très difficile de se défendre contre des frappes aériennes si l'on ne dispose pas des infrastructures nécessaires et surtout des systèmes antimissiles. C'est ces systèmes antimissiles que réclame Volodymyr Zelensky depuis le début, au G7 depuis quasiment. Le début. Le problème, c'est que il dispose de systèmes qui parviennent à détourner une partie des missiles russes. Ce n'est pas suffisant. En revanche, les systèmes que peut donner l'Occident sont beaucoup plus perfectionnés et pour les Russes, c'est un élément d'escalade. Donc, les Occidentaux sont relativement... C'est pour ça qu'on hésite. C'est pour ça qu'on hésite. Non seulement on hésite, mais on fait très souvent marche arrière, c'est-à-dire qu'on les promet et ensuite on revient en arrière. Et c'est à peu près la valse hésitation des Occidentaux sur ce point-là précisément. Autant il est facile de donner des armes, des canons, des lance-roquettes multiples avec une portée limitée à 70 ou 80 kilomètres. Et pourtant, c'est offensif. Bien sûr, alors que le bouclier est défensif. Mais c'est pas si évident. Ce n'est pas du tout le même rapport. C'est-à-dire que là, il y a un surplus de technologie. Et ce qui est beaucoup plus facile pour les Occidentaux, c'est de fournir des systèmes manuels, c'est-à-dire des manpads qui permettent d'abattre ou des aéronefs ou éventuellement des missiles de croisière, mais qui sont à taille, disons, humaine. Ce ne sont pas des systèmes hyper complexes. Par ailleurs, les Ukrainiens demandent l'installation d'un système comme le dôme de fer qui protège le sud d'Israël des frappes du Hamas, mais ce sont des systèmes qui sont limités, c'est-à-dire effectivement on peut protéger une ville, on ne peut pas protéger tout un pays. Vous parliez d'escalade et de ce risque d'escalade si nous fournissons ces boucliers. De son côté, Volodymyr Zelensky dit, c'est ce qu'il a dit aujourd'hui, Poutine lui a encore, lui aussi, les moyens d'une escalade. Bien sûr, il a les moyens d'une escalade, mais il faut voir que les choses ne sont pas aussi simples qu'on les voit. Pendant 2 mois, les Russes n'ont rien fait. Ils ont continué à bombarder, mais très légèrement. Ils n'ont pas visé les infrastructures énergétiques comme maintenant, qui sont vitales à l'approche de l'hiver. Ils se sont contentés d'essayer de garder les territoires qu'ils avaient conquis, et ils ont laissé plus ou moins faire l'offensive ukrainienne sans trop réagir. Ils ont mené des combats d'arrière-garde, certaines unités se sont débandées, mais dans l'ensemble, ils n'ont pas beaucoup bougé. Mais en revanche, il y a 2 choses qui ont changé complètement l'état d'esprit des Russes, c'est les attentats contre l'oléoduc Nord Stream 1 et 2 et le pont de Crimée, l'attentat contre le pont de Crimée. Là, il y a un revirement et je crois que la stratégie, comme a été dit dans le reportage, est très claire. Il s'agit de montrer aux Ukrainiens que l'hiver va être très difficile sans énergie. Vous parlez de revirement. Il y a aussi une chose qui m'a interpellée aujourd'hui. Vladimir Poutine rencontrait le patron de l'AIEA aujourd'hui et Vladimir Poutine s'est dit ouvert aux négociations. C'est un changement de ton ou absolument pas? Non, la Russie est favorable aux négociations à ces conditions. Et c'est ça le hic. C'est-à-dire, négociation d'accord, mais nous partons de la base que nous fixons et on voit ensuite ce que l'on fait. En revanche, du côté ukrainien, il n'y a pas de négociation avec la Russie tant que Poutine est président et tant que les troupes russes n'ont pas évacué tous les territoires ukrainiens, y compris la Crimée, ce qui est impossible. C'est-à-dire qu'il y a des 2 côtés une volonté manifeste de mettre le début des négociations d'une manière presque irréalisable. Il y a aujourd'hui certaines tendances dans le monde qui se manifestent pour dire oui, il faut négocier et peu importe, il faut accepter les conditions
russes, parce que ce sont eux qui contrôlent le territoire, et c'est par exemple le plan d'Elon Musk aux États-Unis. L'ancien président Donald Trump est un peu sur la même longueur d'onde. Il faut négocier malgré tout. Mais les Ukrainiens, ils sont pas du tout partis dans cet objectif-là, dans cette perspective. Mais bien entendu, c'est pour ça que il n'y a pas. C'est un jeu sans solution. Plus personne n'est dans cette perspective de négocier aujourd'hui. La véritable question, ça va être les élections américaines le mois prochain. Les midterms. Oui, les midterms. S'il y a réellement une victoire flagrante des Républicains, les cartes peuvent être rebattues et on peut essayer de trouver des voies de négociation. En tout cas, d'ailleurs, Sergueï Lavrov a dit aujourd'hui que Poutine ne serait pas contre rencontrer Joe Biden. Oui, bien sûr, mais ça, ils le disent régulièrement. C'est plutôt Joe Biden qui n'est pas d'accord pour rencontrer. Mais on est dans un jeu de dupes des deux côtés, c'est-à-dire des côtés occidentaux, on demande des choses que la Russie ne veut pas réaliser, et la Russie demande des choses que ni l'Ukraine ni l'Occident ne veut réaliser. Donc négociation impossible. Impossible. Peut-être va-t-on vers un cessez-le-feu à la faveur de l'hiver. Ça, c'est un gros point d'interrogation, mais c'est une possibilité. Par qui ? Les deux parties se mettent d'accord pour ne pas régler le problème de fond, mais au moins ne plus se tirer dessus pendant X temps. Peut-être pendant quelques semaines, peut-être pendant quelques mois. Vous savez, à Chypre, il y a une ligne de démarcation entre le sud et le nord. Le nord est turc. C'est une république que la Turquie seule dans le monde reconnaît. Mais n'empêche qu'il y a un cessez-le-feu qui fait qu'il y a une ligne de démarcation pacifique depuis maintenant 74, c'est-à-dire 48 ans. Sauf que, pardon, mais un cessez-le-feu, la Russie, pourquoi elle en voudrait ? Elle est en train de bombarder justement des sites énergétiques à l'approche de l'hiver. On n'a pas l'impression que c'est l'option qui a été choisie, là. D'un autre côté, il y a également les Ukrainiens qui avancent en territoire que les Russes avaient conquis. Et donc, il peut arriver un moment où les intérêts des deux parties se rencontrent en disant on va arrêter provisoirement le temps de refaire un peu nos forces et puis... Et les cessez-le-feu, parfois, peuvent durer. Parfois, non. Hein. Très souvent, au bout de quelques jours, de quelques semaines, heures, ça reprend. Mais on ne peut pas aujourd'hui... en fait, on est dans le brouillard le plus absolu. C'est le brouillard de guerre qui est classique dans tous les conflits. Et soudain, à un moment donné, on ne sait pas pourquoi, un miracle. Les choses s'arrangent ou elles ne s'arrangent pas. Mais généralement, toutes les guerres se sont terminées par des accords de paix. On l'espère. Merci beaucoup, Pierre Laurin, d'avoir été avec nous ce soir. Dans l'actualité également.